Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonsoir, Monsieur Etienne Nando. Ah voilà, bienvenue. Monsieur Mbelou, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo, a effectué une visite surprise à Kinshasa. Et le moins que l'on puisse en dire est qu'une fois de plus, la diplomatie congolaise n'en sort pas grandie, puisque c'est les Rwandais qui semblent avoir la main dans toutes ces tractations. Et vous vous souvenez que lors de notre dernier échange, je vous ai dit que la diplomatie congolaise n'existe pas. Et là où nous parlons, il y a une stratégie mortifère qui est montée contre notre pays. Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous vous êtes rendu compte que dernièrement, il y a eu une partie du CNDP qui est allée du côté de M. Tanganda, une autre qui a fait la mutinerie et qui s'est dénommée M23, pardon. M23, oui. Et on prétend qu'il y a une autre partie du CNDP qui est restée loyale. Mais c'est du bluff tout cela. C'est-à-dire que la partie soi-disant restée loyale communique toutes les informations des FRDC à la partie qui s'est mutinée et qui est le doublon de M. Tanganda. Ce qui fait que la capacité de frappe, la capacité de feu du M23 a été démultipliée. Pourquoi? Parce que elle a toutes les informations de ce qui se passe au niveau des FRDC, et ces informations lui sont laissées et lui sont données, pardon, par les CNDP que l'on croit être restés loyaux. Rappelez-vous, si il y a des gens qui vous disent Rwanda n'a rien à nous dire, c'est un collabo, c'est un ceci, mais rappelez-vous que quand M. Honoré Rwanda a fait sa dernière interview, il a révélé que si Museveni a réussi à prendre l'Ouganda, c'est parce qu'il y avait dans l'armée de Milton Obote les gens comme les Kagame qui occupaient les services de renseignement dans l'armée de Milton Obote et beaucoup d'autres Tutsis venus du Rwanda qui ont facilité à Museveni la prise de l'Ouganda. C'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui chez nous. Vous avez les membres du CNDP qui prétendent être restés loyaux au pays, qui communiquent toutes les informations au M23 et aux dissidents et aux autres dissidents qui sont partis avec Ntanganda. D'où la démultiplication des attaques du côté du M23 et des agents de Ntanganda. Donc, présentement, notre pays est en danger. La nation est en péril. Les journaux congolais, les potentiels, utilisent cette formule pour résumer cette rencontre entre Raymond Tshibanda et Madame Mushikiwabo. Il dit Louise Mushikiwabo esquive les swings du Congolais Raymond Tshibanda et en revanche lui administre une estocade qui les fait plier en deux. Et qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que le Congo aujourd'hui c'est un géant au pied d'argile face au Rwanda qui dicte sa loi dans la région? Non. Et il y a quelque chose que même les Tshibanda là font semblant d'assumer quelques charges étatiques et importantes, mais ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Rassurez-vous qu'aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise qui attaque le Congo à partir de sa partie Est.
Ce n'est plus une question de mutinerie. Il y a des compatriotes qui sont restés fidèles au FRDC par patriotisme, qui sont en train de communiquer toutes les informations de ce qui se passe à l'est de notre pays, et ce sont les militaires rwandais qui tuent les compatriotes restés fidèles à l'armée et à notre pays. Donc, les Tchibanda là nous servent de paravent. Et ce n'est pas un hasard qu'il y ait des Tchibanda, qu'il y ait des Mende et qu'il y ait des Ntumbaluaba. Tous ces gens ont été choisis au préalable pour que demain, quand nous aurons à revisiter notre histoire, qu'on dise mais c'était Tchibanda, mais c'était Mende, mais c'était Ntumbaluaba. Ils savent qu'ils sont utilisés comme des hommes de paille. Ils ne disent pas la vérité sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que l'armée rwandaise nous attaque à partir de l'Est, et le rapport qui devait être publié au Conseil de sécurité de l'ONU sur cette attaque a été bloqué par le pays qui alimente le Rwanda en armes. Et j'ai cité les États-Unis d'Amérique. Mais selon Jeune Afrique, qui est sur le site de Jeune Afrique, on a pu lire aujourd'hui que 3 des plus hauts gradés de l'armée rwandaise, en l'occurrence M. James Kabarebe, le chef d'état-major de l'armée rwandaise, son directeur de cabinet Charles Kayonga et les conseillers militaires du président Paul Kagame lui-même, Jacques Nziza, sont en contact permanent avec, soutiennent le mouvement M23 qui est au Congo. Et Jeune Afrique ajoute même que James Kabarebe est en contact permanent avec les M23. Ah oui, mais c'est une preuve de plus pour que vous vous rendiez compte, M. Etienne Ngandou, que les gouvernants de Kinshasa, pourquoi est-ce qu'ils ont triché? Pourquoi est-ce qu'ils ont fraudé? Pourquoi est-ce qu'ils ont tripatouillé les élections? C'est parce qu'ils avaient ce projet-là qu'ils voulaient réaliser avec le Rwanda de Paul Kagame. En principe, comme d'aucuns le savent, c'est le Rwanda qui gouverne le Congo et qui veut en faire davantage un géant au pied d'argile, avec la complicité de ce gouvernement issu du coup d'état administratif des élections de novembre et décembre 2011. Rassurez-vous, Monsieur Etienne Ngandou, que notre pays est en danger. La nation est en péril. Mais à qui s'adresse Paul Kagame lorsqu'il affirme ceci? Nous allons arriver à un point où nous allons nous décharger de tous ces problèmes qui ont été mis sur nos épaules et nous allons les renvoyer. Il s'adresse à qui? S'adresse-t-il aux Congolais? S'adresse-t-il à ses parents occidentaux? Il fait un monologue inutile. Et Paul Kagame a toujours été habitué à ce monologue-là. Il fait semblant de crier, de tonner pour que le monde l'écoute. Malheureusement, beaucoup d'amis du monde entier et beaucoup de compatriotes congolais savent que Kagame était menteur. Kagame ne respire que le mensonge. Malheureusement, il le fait avec l'appui de ses parents qui tiennent franchement à avoir le Congo sous leurs bottes. Mais est-il crédible lorsqu'il dit, toujours dans le même entretien qu'il a accordé à la presse cette semaine à Kigali, il affirme avoir été contacté par certains pays occidentaux à la veille des élections de 2011 pour participer à une manœuvre de faire partir ce qu'il dit lui-même les dirigeants congolais et de lui trouver un remplaçant. Est-ce crédible ce genre de révélations? Il n'y a que Mende qui peut croire en Kagame. Quand vous lisez ce que Mende a dit et qui a été reporté par la radio Okapi aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un monsieur comme Mende qui peut croire dans les inepties de Kagame. Kagame c'est un menteur parce que c'est un monstre. Kagame c'est un monstre qui ment comme il respire. Tout ce qui intéresse Kagame, c'est de tuer, massacrer
avoir des sous et construire Kigali et acheter des avions. On ne peut pas croire un seul instant dans les mensonges que ce monsieur-là débite. Pour clôturer sur ce sujet, un mot sur les rôles que jouent les États-Unis. Hein. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Mais la RDC, les diplomates congolais aux Nations Unies, accusent les États-Unis de chercher à empêcher la publication de ce rapport, hein, qui accuse le Rwanda d'être derrière la situation qui a maintenant à l'est du pays. Je pense que c'est une situation qui doit en décevoir plusieurs de nos compatriotes qui croyaient en Barack Obama. Monsieur Étienne Ngando, la guerre d'agression orchestrée contre notre pays est une guerre de basse intensité créée de toutes pièces par les États-Unis de Barack Obama. Et les détails sur cette guerre de basse intensité sont donnés par Michel Collomb dans son livre intitulé Les 7 péchés d'Hugo Chavez. N'oubliez pas que si Monseigneur Muziriwa a été assassiné, c'est parce qu'il a été parmi les premiers Congolais à avoir adressé une lettre au président des États-Unis, Jimmy Carter, en 1996, pour lui dire que lui et certains autres compatriotes étaient au courant du soutien que ce pays offrait au Rwanda, et ils étaient au courant de tout ce que le Rwanda était en train de commettre comme forfait, comme crime dans la région, dans la sous-région des Grands Lacs. C'est un secret de polichinelle que d'affirmer que cette guerre d'agression a été à la base du changement d'alliance entre Mobutu et ses parrains américains. Ils ont choisi, après la chute du mur de Berlin, de pouvoir travailler avec Kigali et Museveni, avec Kampala. Rappelez-vous, si vous écoutez très bien la dernière interview de M. Honoré Ngwanda, il dit que il a été conseillé à Museveni, à partir de la Grande-Bretagne, de voir Mobutu pour qu'il orchestre, lui, le coup d'État que Museveni devait commettre contre Milton Obote en Ouganda en 1996. Donc, ce sont les parents de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils ne voudraient pas que les experts de l'ONU publient le rapport mentionnant expressément le soutien du Rwanda à la mutinerie qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. Il ne faut même pas appeler cela mutinerie. C'est une stratégie montée de toutes pièces par le Rwanda et certains gouvernants congolais pour pouvoir mettre notre pays en morceaux. Mais en fait, c'est que ce que cherche le Rwanda actuellement, ce n'est pas de créer une situation de fait accompli pour en fait réaliser son projet de l'annexion du Nord Kivu. Mais vous rappelez-vous que... À la manière d'Israël, c'est-à-dire on occupe et puis on dit voilà, nous avons des populations rwandophones qui sont victimes d'exactions et voilà. Rappelez-vous que monsieur Herman Cohen a confié à l'un d'entre nous, le compatriote congolais qui travaille sur la radio Code 243, Herman Cohen lui a dit qu'au département d'État aux États-Unis, les Kivu font partie du Rwanda. Ouais, voilà qui est révélateur de la situation. Nous allons passer maintenant à la situation sur les budgets de l'État. Cette semaine, au Sénat, le président du Sénat a prononcé un discours par rapport au budget et il a fait des remarques très pertinentes par rapport aux recettes qui proviendraient des secteurs porteurs comme les hydrocarbures, les mines et les télécommunications qui ne sont pas repris dans les projets transmis par les gouvernements. La question qu'on peut se poser, pourquoi avoir occulté ces apports? Une fois de plus, on sent une espèce d'opacité
Y a-t-il des matières qui sont réservées à ce fameux gouvernement parallèle et d'autres que le gouvernement de Matatampo ne peut pas traiter? Monsieur Etienne Ngando, je vous ai toujours dit que ce gouvernement issu du coup d'État administratif après les élections de novembre et décembre 2011 ne se mettra jamais au service de notre pays. Aujourd'hui, j'ai été en contact avec un compatriote qui suit de plus près la situation de notre pays, qui m'a dit ceci. C'est l'épouse de M. Matatamponyo qui contrôle les recettes de l'OFIDA sur toute l'étendue de notre pays. Ce que vous relevez là, le fait que les recettes des hydrocarbures et des mines ne puissent pas être mentionnées dans les recettes du budget de l'État, signifie tout simplement que ce gouvernement-là est un gouvernement de prédation. Il fait partie du réseau national et international décidé à mettre notre pays en coupe réglée. Et ce gouvernement nous dit qu'il a voté 8 milliards de dollars comme budget pour notre pays et qu'une bonne partie de ce budget va être consacrée à l'éducation et à la santé. Mais qu'est-ce que 8 milliards Mais de 8 dollars milliards, ça paraît quand même dérisoire pour un pays comme le Congo. peuvent faire pour un pays de 60 à 70 millions d'habitants. Et rappelez-vous que ce même gouvernement, ou certains qui y ont déjà travaillé il y a 5 ans, avaient dit que l'enseignement primaire serait gratuit chez nous. Jusqu'à ce jour, l'enseignement primaire est supporté par les parents. C'est-à-dire, je voudrais me résumer en vous disant ceci. Ne croyez pas un seul instant dans les inepties que débitent ces messieurs-là. Ils sont au service de la prédation nationale et internationale de notre pays, et il est plus que temps pour que les patriotes congolais acceptent des sacrifices qui puissent conduire à mettre hors d'état d'agir ces messieurs et ces dames qui ont fait du Congo de Lumumba un géant au pied d'argile au service de Paul Kagame. Toujours cette semaine, Radio Okapi renseigne que l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, dans un rapport qu'ils ont publié, ils affirment que la corruption s'est aggravée en RDC malgré l'adoption de nouvelles lois anti-corruption. Et selon eux, seule une réelle volonté politique peut mettre fin, c'est-à-dire extirper ces mâles de la société congolaise. Y croyez-vous? Y a-t-il cette volonté politique effective de mettre fin à cet état de choses? Monsieur Etienne Ngando, rappelez-vous que dans nos précédentes émissions, nous avions parlé de tous ces slogans-là. Révolution de la modernité, tolérance zéro, blabla, 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 et nous avions dit que ce sont des slogans qui ne changeront rien, mais absolument rien à la marche de notre pays. Comment voulez-vous que des gens sans aucune éthique, des gens qui vendent notre pays en pièces détachées, puissent s'atteler à combattre la corruption? La volonté politique dont le rapport de l'ONU parle ne viendra jamais, mais jamais de ces acteurs politiques-là, parce qu'ils ne sont pas là pour servir le pays. C'est ça que nous ne semblons pas, ou ceux qui élaborent ces rapports-là ne semblent pas comprendre. Ces gens font partie d'un réseau de prédation déjà décrié dans un rapport de l'ONU à partir de 2002, qu'ils relisent le rapport Kassam de 2002. La plupart de ces gens qui président aux destinées de notre pays ont été cités dans ce rapport-là comme faisant partie des prédateurs. Il y a eu même, c'est ce rapport qui a influencé le titre du livre de Colette Brackman, qu'elle a intitulé Les nouveaux
prédateurs. Ces gens-là, ce sont des prédateurs. Les prédateurs ne peuvent pas travailler pour le pays, et la corruption fait partie de leur mode de fonctionnement. Pour finir, les procès en appel des assassins de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana s'est ouvert le mardi 19 juin devant la haute cour militaire en l'absence du principal suspect dans cette affaire, le général John Numbi. Ce deuxième acte apportera-t-il un éclairage nouveau? Non, il n'y aura pas d'éclairage nouveau. Il faut écouter les propos des épouses de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana pour vous convaincre que les commanditaires de ce double assassinat ne seront pas inquiétés, mais pas du tout. Mais vous savez, en me rendant compte que au jour d'aujourd'hui, les crimes commis dans notre pays, surtout le crime commis contre Lumumba, est considéré comme un crime non prescrit, je me dis, c'est vrai. Aujourd'hui, demain, la justice peut ne pas être rendue à Fidel Bazana et à Floribert Chebeya, mais les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont des crimes imprescriptibles. Un jour, on reviendra sur ces crimes-là et leurs commanditaires seront condamnés même à titre posthume. Voilà, merci beaucoup Monsieur Mbelou et à la semaine prochaine. Merci Monsieur Etienne Nandou et à la semaine prochaine.